Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Shot, la version courte du Saloon, pour parler du dernier Massacre à la tronçonneuse réalisé par David Blue Garcia et sorti sur Netflix le 18 février. Et pour en discuter, j'ai avec moi Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Thibaut. Alors tu es prêt à aiguiser la tronçonneuse et à faire vrombir la chaîne? Oui, absolument. Tout à fait. Alors, à la manière de la saga Halloween, Massacre à la tronçonneuse revient donc avec une legacy-quel, comme on appelle ça maintenant, à savoir une suite qui fait fi de tous ses prédécesseurs pour revendiquer une filiation directe avec l'opus original, en l'occurrence le film fondateur de Toby Hooper réalisé en 1974. Et alors depuis, il y en a eu des épisodes, on a eu droit à 4 suites, un remake et 2 préquels. Et tu les as tous vus, bien entendu. Mais évidemment. Et tu sais que je suis un complétiste, donc voilà. Bon, alors moi je précise direct que j'ai vu que les 2 premiers de Toby Hooper. Voilà. T'as vu les seuls qui comptent, donc bon, c'est parfait. Très bien. Et ben voilà. Et donc ici, on se retrouve avec un 9e opus qui entend renouer avec l'original, puisqu'on y suit un groupe de jeunes influenceurs qui projettent de retaper une ville fantôme dans le fin fond du Texas pour y créer une nouvelle société utopique. Mais manque de bol, restent quelques habitants dans cette ville, dont le fameux Leatherface, qui ne compte pas se laisser déloger sans donner 1 ou 2 coups de tronçonneuse. Voilà pour le pitch. Côté coulisses, le film est produit et coécrit par Fede Alvarez, à qui l'on doit le très bon remake d'Evil Dead et l'excellent Don't Breathe. Et à la réalisation, on a le débutant David Blue Garcia, donc, dont c'est, sauf erreur, le premier long métrage. Je crois que c'est le 2e. 2e peut-être, oui. Il avait peut-être en fait, mais je fait crois une petite panouille juste avant. Oui, mais... tu sais, dans un festival américain qui avait été vu, machin, puis je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont dégoté. Parce qu'il me semble, sauf erreur, qu'il y avait un duo de réalisateurs qui étaient attachés au projet avant, puis ensuite c'est lui finalement qui a été repêché. Les fameux différents créatifs auront eu raison de ce duo, puis voilà, il a été dépêché sur place. Mais il paraît que Fede Alvarez a été justement assez impliqué dans la création du projet, et puis c'est sûr que tu l'as dit, on est clairement sur un produit de cinéma horrifique. Je dis un produit parce que il y a une vraie volonté de s'inscrire dans cette nouvelle mode de faire, alors c'est pas nouveau de faire des remakes ou des requels ou de je ne sais quoi, des legacy-quels comme tu le dis, de sagas horrifiques qui ont compté, voilà, que ce soit Massacre à la tronçonneuse ou bien Freddy, même Evil Dead, même Chucky récemment, même Halloween, etc. Il y a plein d'épisodes. On est en plein dedans depuis plusieurs années. Exactement. Mais là, il y a vraiment cette volonté-là de suivre en fait ce que la saga Halloween a fait avec les 2 épisodes de Gordon Green, à savoir quelque chose d'assez sombre, qui veut vraiment, qui a une certaine prétention justement de se rattacher en fait à l'œuvre originale, donc qui cite sans arrêt sa filiation. Et qui évite du coup soigneusement aussi de citer tous les autres qui sont passés après. Oui, absolument. Donc sous-entendu, oubliez les prods des années 2000 un peu pourraves, des années 90 et 2000 un peu pourraves. Là, on va vous faire du vrai cinéma, puisque nous citons le chef-d'œuvre d'origine et puis nous sommes dans cette filiation directe. Donc ça c'est le premier, c'était déjà le gros problème des films Halloween de Gordon Green, et c'est le problème de celui-là aussi, c'est-à-dire que à la fois en fait c'est impossible d'arriver à la cheville en fait de ce qu'a fait Toby Hooper sur le premier Massacre à la tronçonneuse, ou d'arriver à la cheville de Carpenter sur le premier Halloween. C'est impossible de refaire ça. Et puis c'est très difficile quand justement tu veux épouser cette filiation-là, parce que t'as un bagage d'une lourdeur sur les épaules qui t'empêche de t'en détacher complètement, quoi. Et je trouve que c'était le gros problème des Halloween de Gordon Green, qui en fait, malgré quelques idées visuelles qui pouvaient être intéressantes, en termes d'écriture, c'était la pagaille pas possible. Parce qu'il y avait cette volonté, cette prétention aussi, j'irais jusque-là, de dire regardez le grand film qu'on va faire, oui, c'est intelligent, c'est profond, Halloween, on a tout compris du chef-d'œuvre de Carpenter, etc. Et là, c'est un peu la même chose, il y a un truc un peu casse-gueule de vouloir racoler en fait sans arrêt avec les personnages d'origine, de nous citer à chaque fois. Ah oui, on se souvient que dans les années 70, un homme avec une tronçonneuse et puis un masque de chair a décapité des adolescents, etc. Et en même temps,
Moi, ce que j'aime bien dans ce film-là, dans ce nouveau Massacre à la tronçonneuse, c'est qu'en fait, il n'y a pas, j'ai l'impression, cette prétention d'intelligence qu'avait Gordon Green sur les Halloween, et qu'on est plus dans ce côté, même s'il est tiraillé avec sa volonté d'héritage, il y a quand même ce truc de, bon, on n'y arrivera pas, on va pas faire un truc aussi malin, donc on fait quelque chose de complètement couillon, on pousse les potards à fond dans le gore, et puis voilà, puis finalement on fait un truc, on fait un film du samedi soir où on charcle de l'adolescent et puis du bobo instagrammeur new-yorkais, et du coup il y a un côté qui est un peu plus plaisant, on va dire, pour le spectateur et moins prétentieux. Bon, ce qui était déjà en fait, je trouve, un peu le cas du Halloween de Gordon Green, qui à la fois effectivement revendiquait l'affiliation directe, mais faisait quelque chose d'assez différent aussi dans l'exécution, parce que là aussi c'était un film ultra gore, ce que n'était pas le Halloween d'origine. Et on a aussi tendance à oublier que dans le Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, il n'y a absolument aucune goutte de sang, ou en tout cas quasi aucune. Enfin, la plupart des meurtres sont hors champ. C'est pas du tout un film gore en soi, c'est une expérience malaisante et hyper poisseuse, mais c'est pas du slasher où on déverse des litres et des litres d'hémoglobine. Et alors là, par contre, il le fait complètement. Effectivement, on est dans le même type de traitement de l'horreur que justement le remake d'Evil Dead de Fede Alvarez, où on y va à fond dans la viande, quoi. Ouais, absolument, tout à fait. Et du coup, c'est à la fois en fait ce qui est plaisant dans le film, et à la fois, quand je parlais de cet héritage trop lourd, c'est que là encore, on va nous citer à travers une voix off au tout début du film, à travers un dialogue de personnages au tout début qui nous replace un tout petit peu le contexte. Et oui, vous vous souvenez, dans les années 70, qui nous raconte l'historique, alors qu'en fait, on n'en a pas du tout besoin de ce truc-là. Qu'on va nous ramener les vieilles photos des adolescents, qu'on va nous rappeler sans arrêt, ah bah oui, oh là là, qu'on va nous iconiser aussi Leatherface par certains plans, notamment, je vais pas révéler, mais la découverte de la tronçonneuse. Il y a plein de trucs comme ça où tu te dis c'est un peu couillon. Le masque de chair qui se remet sur le visage, là aussi on essaye la résurrection de la légende, etc. C'est hyper maladroit, et surtout le personnage de la Final Girl du Massacre à la tronçonneuse. Parce que là aussi on reprend le concept du Halloween de Gordon Green, où on faisait revenir Laurie Strode des décennies après, qui était une survivante un peu traumatisée, il y a un peu une ranger, quoi. Voilà, aussi. C'est ça, exactement. Et là effectivement on ramène la survivante du premier film, alors jouée par une autre actrice parce que l'actrice originale est décédée, mais si on doit quand même reconnaître un truc au Halloween de David Gordon Green, je trouve, c'est que il incluait quand même le personnage de Laurie Strode de façon dans le premier. Oui, dans le premier, évidemment. La suite, c'est un autre problème. Voilà. Mais dans le premier, au moins, il l'impliquait vraiment dans l'histoire et il lui donnait un vrai rôle. Là, on a l'impression, enfin, moi en tout cas, j'avais l'impression de voir deux films différents où on suit ce groupe de jeunes influenceurs, et en parallèle, tout d'un coup, à la moitié du film, on te ramène justement ce personnage, je sais plus son nom, mais de la survivante du film original, et où voilà, elle débarque pour le final, et puis on a l'impression qu'on a collé deux films complètement différents en même temps. Ils font n'importe quoi avec ce personnage au chausse-pied, vraiment. Complètement. Et surtout, ils en font n'importe quoi. La manière dont elle va se comporter face à Leatherface dans le final, c'est complètement incompréhensible, quoi. Parce qu'on n'a rien travaillé autour de ce personnage-là. Comme tu dis, il est enfoncé au chausse-pied. Et puis que, vu comme il est présenté de manière ultra basique, à savoir, elle veut prendre sa vengeance, elle veut buter ce monstre, ce boogeyman, en fait... On comprend pas qu'à la fin, elle hésite à le tuer, quoi. Voilà. T'as vraiment l'impression que ce personnage-là a été ajouté très tardivement dans le scénario, où on avait ce récit avec ce groupe de jeunes, et tout d'un coup on s'est dit, il y avait ce concept du Halloween qui avait marché, si on ramenait la vieille là, et puis ça pourrait être intéressant, puis on l'a casé comme on pouvait dans le final, quoi. C'est ça. Donc il y a à la fois ce gros problème-là, d'héritage en fait avec le tout premier film. Et puis, au niveau de l'écriture, justement, c'est pas les seuls problèmes. C'est que il y a le fait aussi qu'il a pas compris, comme tu disais, l'âme en fait du premier film, vu qu'il s'en revendique. En fait, il a pas compris ce que c'était cette rugosité, cette âpreté, ce côté hyper malaisant. Parce que là, le film n'est pas malaisant. Oui, et c'est ça le problème, c'est qu'il se revendique de l'original, parce qu'il aurait pu faire un truc à la Evil Dead version Fede Alvarez, justement, où on dit on va faire un remake, mais on va faire un truc assez différent, une approche beaucoup plus brutale et beaucoup plus gore, et ça pourrait marcher. Mais là, effectivement, il dit non, je suis la suite du film, c'est mais ça, en même temps, suis la suite, je suis
différent. Et parlons aussi justement de la nouveauté et de ces personnages de millennials qui viennent avec des rêves plein la tête dans le fin fond du Texas. Bon, alors écoute, là-dessus justement, moi c'est quelque chose qui me gêne un peu moins. Le film est complètement couillon. Voilà, faut le dire, les personnages sont pas écrits. Tu t'attends presque à tout ce qui arrive. Quoique, il y a peut-être une ou deux surprises, un ou deux meurtres un peu surprenants. Pour le reste, bon, voilà, c'est sur des rails et puis tu sais où il va. Et puis en fait, on est devant un bête film popcorn qui est là pour nous envoyer de l'hémoglobine à la gueule et puis nous faire doucement sourire sur l'ingéniosité des meurtres et puis surtout la foire au boudin, quoi. On va découper de la tripe, on va découper des têtes, on va faire gicler des membres, etc. Donc là-dessus, le film est très plaisant, mais je vais y revenir. Par contre, oui, bien sûr, le film est très bête, le film est très mal écrit, et puis, voilà, faut pas faire gaffe au dialogue, il faut passer outre. Et moi, j'y suis arrivé parce que malgré tout ça, et puis malgré tous les problèmes que j'ai cités avant, je trouve que le film arrive en fait quand même à me satisfaire sur un récit très compact déjà. Le film dure à peine 1h20, bon, tu me diras comme l'original, mais il arrive quand même, en resserrant son récit-là, comparé à beaucoup de films d'horreur qu'on a vus ces dernières années, qui essaient de nous créer des personnages, des drames et tout. Là, au moins, il y a cette honnêteté de dire... Et ben voilà, on est un petit film d'horreur et on va essayer de faire des meurtres sympas et puis on va essayer de s'amuser pendant 1h15. Les personnages, on s'en branle, on a torché le scénario avec le cul et puis c'est parti les copains. Mais pas tant que ça en fait, je trouve que justement ça fait partie des problèmes, c'est qu'il y a quand même du drame parce qu'on a quand même un personnage dans ce quatuor de base qui est la frangine justement d'une des deux influenceuses qui vient dans cette ville, qui est une survivante d'une fusillade de masse dans un collège. Et on te crée du drame avec ça. Et moi, j'ai l'impression que l'idée, c'est d'essayer de raconter quelque chose par rapport à ça, par rapport au rapport à la violence, parce qu'il y a aussi tout un rapport aux armes après. Et comment ce personnage qui a été confronté à la violence va tout d'un coup se retrouver confronté à l'incarnation du mal au fin fond du Texas. Et justement, je trouve... c'est fait n'importe comment, ça. Je trouve hyper maladroit d'avoir ça, d'avoir cette tentative de drame. Et en même temps, quand Leatherface débarque, c'est ces connards d'influenceurs, on va les charcuter et puis on va pas chercher plus loin, quoi. Ouais. Non, mais alors, ok, bien sûr. Là-dessus, je suis d'accord. Par contre, voilà, moi, je trouve que même s'il n'y a pas de grandes idées de mise en scène, je trouve que ça reste suffisamment bien torché. La photo ressemble un peu à toutes les prods Blumhouse qu'on a pu voir carrément. ces dernières années. Donc, si tu veux, il y a ce côté un peu... on s'inscrit un peu dans cette modernité des films d'horreur popcorn que j'ai cité. Mais, voilà, il y a quand même... Dans les meurtres, il y a quand même une violence et une satisfaction pour le fan de cinéma de genre que je suis. De revoir ça, quoi, de voir que ça ose quand même avec des effets très graphiques. On a un premier meurtre dans un bus avec un bras qui est cassé et puis on va égorger le mec avec son propre os qui s'est, tu vois. Il y a quand même une idée, alors même si ça a été déjà fait par le passé, alors je saurais pas te citer le film, mais ce meurtre avec la porte battante, tu vois, que je trouvais pas trop mal, quoi, avec ce plan, plan fixe. C'est Snyder qui faisait ça dans Watchmen, par exemple. Oui, voilà, je crois que c'est ça. Donc il y a ça, il y a une scène jubilatoire dans un bus qui est complètement débile et puis c'est vraiment la foire à la saucisse, mais moi qui m'a fait marrer, quoi. Où t'as tous les adolescents qui se retrouvent dans le bus, d'ailleurs tu le vois venir à des kilomètres que ça va se passer et puis voilà, ils s'amusent, quoi, de se dire ils sont tous bloqués dans ce bus. Il y a même un qui menace de cancel Leatherface s'il fait quoi que ce soit. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a tout ce discours aussi sur les réseaux sociaux, sur les Instagrammeurs, les tweetos, ils sont même en train de filmer en live Instagram la boucherie qui est en train d'être faite, comme s'ils réalisaient pas que c'était la réalité qui se produisait devant leurs yeux. Mais voilà, il y a quelque chose d'assez satisfaisant. Il y a des meurtres très violents aussi au marteau qui écrabouille un crâne. Donc il y a quand même 2-3 choses comme ça qui font que, même si le film est archi bête, j'ai pas passé un mauvais moment, quoi. Et puis je me suis quand même passablement amusé en ayant réussi justement à me détacher de cette écriture-là et puis de cet faux héritage, enfin en tout cas de cet héritage un peu maladroit, en me disant bon, j'oublie, de toute façon ça égalera jamais le chef-d'œuvre de Tobe Hooper, mais ils arrivent quand même à nous faire quelque chose avec un psychopathe et une tronçonneuse. Et puis voilà, c'est 1h15, tu perds pas grand-chose et puis tu t'amuses
un poil, quoi. Même Ouais, si non, je mais l'aurais oublié dans une semaine. Je suis d'accord que cet aspect-là est assez fun et assez inventif sur certains aspects. Moi, je pense que c'est ça le gros problème, c'est qu'il aurait fallu assumer de dire on fait une énième suite de Massacre à la tronçonneuse, mais on prétend pas refaire l'original, on s'en fout des personnages de l'original. On fait une nouvelle version avec Leatherface qui massacre une nouvelle génération et on y va dans une optique gore, justement à la Evil Dead version Alvarez. Il faut que je vois d'ailleurs. Tu n'as pas vu. Toujours pas vu. Coursi, moi je trouve que c'était un excellent remake qui justement prétendait pas faire aussi bien que l'original, mais simplement réexploiter le même univers dans une version gorasse et assez jouissive. Et je pense que ce film-là aurait pu être vraiment entièrement centré sur cette optique-là et ça aurait pu être une vraie réussite. Mais là, voilà. Ouais, c'est vrai. Après, finalement, tu vois, on a parlé récemment aussi de Scream 5e du nom et puis qu'il y a un peu les mêmes problèmes aussi avec cette volonté sans cesse d'héritage et tout, même si je le trouvais un peu plus habile à ce niveau-là, Scream 5, et que ce Massacre à la tronçonneuse, je le trouve un peu plus divertissant et un peu plus plaisant à regarder comme ça sans prétention. Par contre, la recommandation qu'on pourrait faire quand même, c'est si vous voulez une suite de Massacre à la tronçonneuse qui fait quelque chose de complètement différent et de jubilatoire et puis de passionnant. C'est Massacre à la tronçonneuse 3 avec Viggo Mortensen. C'est pas vrai. Le savais-tu ? Non. Oui, j'ai entendu parler qu'il y avait ce 3e avec Viggo Mortensen, mais que je l'ai pas vu. Non, mais c'est bien évidemment la suite par Toby Hooper lui-même, qui, parce que rappelons-le, allez, on a le temps, allons-y, mais que ce Massacre à la tronçonneuse, premier du nom, était un petit peu un accident, c'est-à-dire que Toby Hooper n'avait pas l'intention derrière de faire un film d'horreur. En tout cas, il pensait pas que ça traverserait les âges et que ça deviendrait justement une référence de l'horreur. Lui, il pensait faire un drame psychologique, cinéma indépendant américain des 70s, Nouvelle Hollywood, etc. Et puis, il s'est fait un petit peu rattraper par son succès, quoi. Et en fait, on lui a dit, suite à ce succès-là, on lui a dit, mais il faut absolument rempiler. Enfin, on lui a dit, les studios voulaient absolument qu'il rempile pour une suite. Ça a été récupéré par la Canon, surtout. Ah, c'est eux qui ont lancé la suite, ouais. Ah ouais, d'accord. Et puis, il y avait allez, vas-y Coco, tu nous fais une suite et tout. Et puis lui, il savait pas trop comment faire, quoi raconter. Il était un peu dépassé par le succès du film. Et du coup, il s'est dit, quitte à ce qu'on me demande de faire une suite, je vais faire le contre-pied. Et puis même, les fans le disent qu'apparemment, il aurait saboté aussi un petit peu le projet en tournant la suite en grand guignol, en fait. C'est-à-dire, au lieu de partir de ce film-là ultra malaisant, glauque et brutal, sans qu'on montre la violence, comme tu le disais très bien, et là, on est dans la foire à la saucisse, mais de manière vraiment drôlatique, quoi. Il y a ce côté grand guignol, il y a ce côté burlesque, avec le repas limite de foire. Dennis Hopper qui débarque avec la double tronçonneuse. Exactement. Et on se met avec un film qui est pris au 1000e degré, on prend le contre-pied total, et on en fait un film qui est passionnant et qui mérite vraiment d'être vu. Moi, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps de ça, et que je vous encourage vraiment à voir. Faites-vous plaisir si vous voulez, ce Massacre à la tronçonneuse sur Netflix, ça mange pas de pain. Mais si vous l'avez pas vu, vraiment, Massacre à la tronçonneuse 2, c'est super. Voilà une bien belle recommandation. Le deuxième et le dernier en date, si vraiment vous avez un dimanche après-midi à occuper. Oui. Toi, tu dirais qu'on l'évite, quoi, sur Netflix. Moi, je dirais qu'il y a bien assez d'autres choses intéressantes à voir. Mais si vraiment vous avez du temps à perdre, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Merci en tout cas d'être venu tenter de défendre ce dernier film. Oui, voilà. Alors, c'était une petite défense. Oui, voilà. Je suis conscient de la qualité du film, mais ça vaut la peine. Voilà qui est dit. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify, Deezer et Apple Podcast. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt, Alex. À bientôt, Titi. Et à bientôt. Ciao, ciao.